Il y a quelque chose de très très impressionnant, c'est le sang qui se glace dans les veines. J'ai peur d'être violée, je veux pas être violée. Quand elle résiste trop, il les menace de mort. Il leur dit « je vais te tuer ». Je vivais mes dernières minutes. J'ai cru que j'allais vraiment mourir. Cette manière de frapper, cette violence sur le visage, c'est complètement ignoble, quoi. C'est un fou, quoi. C'est un obsédé, c'est complètement dingue. Quand on a des choses qui sont en série comme ça, il y a toujours un nom qui est donné. Lui, c'était le violeur à la mobilette, le violeur de la forêt de Sénart. La seule chose qui me motivait, c'était d'identifier l'auteur des faits. Il y a des agressions qui vont être commises alors que les policiers sont en planque et le violeur de la forêt de Sénart va passer entre les mailles des filets. On ne peut pas mettre 200 policiers dans la forêt de Sénart nuit et jour. Ils ont fait des dispositifs de surveillance avec des chèvres, des fausses victimes qui étaient des policières, pour attirer l'auteur des faits. C'est exaspérant parce qu'il se faufile et il faut qu'on puisse le trouver. J'ai arrêté mon parcours judiciaire avec ce dossier. Et si j'avais une chose à faire de bien, c'était ça. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une enquête exceptionnelle qui aura duré plus de 20 ans. Au cœur de cette affaire, 2 femmes agressées par le même prédateur et un policier qui n'a eu qu'une obsession, identifier et arrêter celui que la presse a surnommé le violeur de la forêt de Sénart. C'est une forêt qui est plutôt familiale parce qu'il y a des endroits très accessibles où les familles se retrouvent le week-end pour se promener. C'est un peu le poumon de l'Essonne, entre guillemets. C'est un endroit très boisé, avec des allées pour se promener, pour courir, faire du VTT. Tout commence le mercredi 12 novembre 1997, en Essonne, un département de la région parisienne. Après une grosse journée de travail, Christine, 30 ans à l'époque, décide d'aller promener son chien. Elle aime venir ici pour souffler et pour décompresser. Je me sens en fait toujours comme d'habitude, libre de me promener là où je veux, libre de mes faits et gestes, à l'aise, tranquille, heureuse, dynamique, pleine de projets, gaie. Ce jour-là, Christine a toutes les raisons d'être joyeuse. Enceinte de 6 mois, elle attend avec impatience son premier enfant. Je sais que c'est un petit garçon. Je suis heureuse d'attendre cet enfant. J'ai hâte de faire sa rencontre. La future maman ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le point de basculer. Car sur ce petit sentier, elle va vivre un véritable cauchemar. Une mobilette, en fait, me double. J'ai trouvé ça inhabituel, en fait. J'ai jamais rencontré ce genre de mode de locomotion dans cette forêt. Les gens courent, se baladent, sont éventuellement à bicyclette, mais jamais Et là, ça m'interpelle. Et puis là, cette même personne me recroise. Et là, je me sens vraiment en danger. Christine a un mauvais pressentiment. Son angoisse monte d'un cran lorsque l'homme, toujours casqué, commence à lui parler. Il s'arrête, en fait, en faisant le coup de la panne. Il pose sa mobilette, il adresse sur sa béquille. J'avais envie de courir en même temps, mais je me sentais toujours protégée par ma chienne. Parce que je me suis dit, s'il se passe quoi que ce soit, elle va lui sauter dessus, elle va le faire fuir. La future maman tente de se rassurer.
Mais en quelques secondes, sa paisible promenade vire au drame. Il se jette littéralement sur moi, il me jette au sol. Il me jette au sol, il met, comme je me suis mise à hurler, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais un grand manteau blanc avec une capuche. Et donc, pour étouffer mes cris, il m'a mis ma capuche dans la bouche pour m'étouffer, en fait, pour m'empêcher d'hurler. Donc, la scène de guerre commence à ce moment-là, en fait. J'entends mon chien aboyer. Et après, je ne l'entends plus. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, ma chienne m'avait abandonnée, en fait. Terrorisée, la jeune femme n'a qu'une seule idée, protéger son bébé. Je commence à me défendre. Et je me dis, non, mais ça va mal se passer pour ce bébé. Et donc, en fait, ma seule et unique pensée, c'est que j'ai peur d'être violée, je veux pas être violée. Tout le reste m'est égal. Les coups de tête, les coups de casque, la terre dans la tête, la terre dans les yeux, le visage au sol. Tout m'égale, en fait. La seule chose, c'est que le viol, non, pas possible. Pour s'en sortir, Christine tente le tout pour le tout. Elle instaure un dialogue avec son agresseur dans l'espoir de l'émouvoir. Je lui dis que je suis enceinte et qu'il fait du mal à mon enfant et qu'il fait du mal à cette future mère. Et je lui ai demandé, en fait, de penser à sa mère. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les choses se sont bousculées chez lui. Les choses ont changé, il a changé sa façon d'être, il a stoppé sa violence. Les coups s'arrêtent, mais l'homme n'en a pas fini avec la future maman. Et donc après toutes ces minutes qui me semblaient interminables, il se lève, il me se lève brutalement et il me dit t'inquiète, je vais pas te faire de mal. Et à ce moment-là, en fait, il ouvre son pantalon, il sort son sexe et il me demande, en fait, de lui toucher. Et j'accepte parce que je savais que c'était ma seule issue. Et il est très rapidement parti, en fait. Traumatisée par ce que l'agresseur lui a fait subir, sous le choc, Christine réunit ses dernières forces pour quitter les lieux. J'avais de la terre partout, en fait, on aurait dit une folle qui sortait d'une forêt, en fait. Et là, j'ai senti qu'une nouvelle vie allait démarrer, mais plus la même. Christine en est consciente, sa vie vient de basculer. L'homme qui a tenté de la violer a disparu, mais où est-il ? Va-t-elle le recroiser ? Terrorisée, la jeune femme décide d'aller porter plainte. Au plus vite, elle se rend au commissariat de Montgeron. Le commandant de police, Michel Cuneau, n'oubliera jamais la déposition de cette jeune femme enceinte de 6 mois et lâchement agressée. Je suis de permanent et elle est choquée. Je sais pas, une femme enceinte, ça me paraît tellement intouchable que c'est incompréhensible, quoi. Le fait que j'étais enceinte, ça l'a hyper bousculé, quoi. Il était vraiment très, très énervé dans le commissariat. Je l'ai senti vraiment... il a dit, il faut qu'on le retrouve, ce salaud. Il était franchement vraiment énervé, quoi. Après avoir écouté le déroulé de l'agression, le policier demande à Christine de fournir un dernier effort, décrire son agresseur, se souvenir de chaque détail, aussi douloureux soit-il. Je me rappelle en fait d'un type hyper mince, pas très grand, ouais, hyper nerveux, hyper agité, hyper nerveux. J'ai que cette image-là en fait, c'est le regard, un regard
un regard excité, agressif, excité, violent, prêt, enfin, vraiment prêt à aller jusqu'au bout, quoi. En écoutant Christine, le commandant Cuneau a peu à peu le sentiment d'avoir déjà entendu cette histoire. Le policier en est même certain. Il se souvient de plaintes de victimes quasiment identiques. Loin d'être un fait isolé, l'agression de Christine porterait donc la signature d'un violeur en série. Un homme dont le portrait robot a été réalisé. On a d'autres faits similaires qui se sont produits en forêt de Sénart. Ce sont des faits qui sont un peu étalés dans le temps, mais on a toujours un signalement identique. Et apparemment, cette jeune femme a subi l'agression de ce même homme. Et là, moi, je découvre tout ça ce soir-là. Je lui dis, mais comment se fait-ce qu'il soit toujours en liberté? Pourquoi? Comment ça se fait qu'il me passe à travers les mailles du filet? Sa déposition terminée, et alors que la nuit est tombée, Christine est conduite à l'hôpital. J'avais des cheveux arrachés, j'avais des blessures, des hématomes partout. Mais à partir du moment où on m'a dit « t'as pas de décollement placentaire, tout va bien, ton bébé va bien », moi c'était le principal en fait. Le reste c'était du détail. Ma vie à ce moment-là était du détail en fait. De son côté, le commandant Cuneau décide de prévenir les commissariats voisins. Il faut mettre absolument hors d'état de nuire ce potentiel violeur en série. Avec Christine, cela fait 20 femmes agressées dans la forêt de Sénart. 20 femmes en moins de 2 ans, avec toujours le même mode opératoire. Cette personne-là a un casque sur la tête et il fait semblant de s'arrêter, comme si sa mobilette était en panne. Et quand les femmes arrivent à son niveau, il les agresse. Il attaque toujours les personnes par surprise, mais il est toujours le même mode opératoire, il est répétitif, il n'est pas très ingénieux. Cette affaire hors norme, Michael Reinhardt, officier de police judiciaire, la connaît par cœur. C'est devenu l'affaire de sa vie. Il n'était pas en charge de l'enquête au moment de l'agression de Christine, mais il s'en saisira plus tard. Enfin, c'est des agressions extrêmement violentes. Il leur donne des coups de poing, des coups de pied. Enfin, c'est extrêmement violent. Pour saisir sa victime, il la met par terre, il la met au sol. Il viole pas à chaque fois. Après, il y a des fois où il n'y arrive pas. Il viole pas forcément. Des fois, une fois qu'il a défoncé ses victimes physiquement, vraiment, il se masturbe dessus. Il fait des... Enfin bon, c'est des agressions, c'est très très dur quand même. Ce qui rend la tâche encore plus difficile pour les policiers, c'est que celui qu'ils surnomment le violeur à la mobilette n'a pas de cible privilégiée. Sa plus jeune victime n'a que 16 ans, la plus âgée, 72 ans. Les âges des victimes sont vraiment variés. Il y a des personnes qui sont très âgées au moment où ils les agressent. Il y a des trentenaires, il y a des quadragénaires. C'est ça qui est effarant, c'est qu'il n'a pas de profil type. C'est en ça que c'est un vrai prédateur. C'était vraiment une chasse pour lui. Pour traquer ce prédateur, la justice emploie les grands moyens. 2 semaines après la tentative de viol sur Christine, une information judiciaire est ouverte par le tribunal d'Évry le 27 novembre 1997. Il y a urgence à arrêter ce violeur en série particulièrement dangereux. À certains moments, quand il l'agresse, quand il résiste trop, il les menace de mort. Il leur dit « je vais te tuer, tais-toi ». J'ai cru que j'allais vraiment mourir. J'ai eu vraiment l'impression que c'était ma dernière soirée. Je vivais mes dernières minutes.
Au commissariat d'Évry, c'est l'effervescence. La forêt de Sénart est entièrement quadrillée par des patrouilles de police. La traque de ce prédateur est la priorité absolue des services. Tous les enquêteurs de la police judiciaire d'Évry, Versailles, ils savent que il y a un prédateur qui se balade en liberté dans la nature. Donc ils font absolument tout ce qu'il faut. Les patrouilles du corps urbain passent régulièrement en forêt de Sénart. Le signalement est donné. Tout le monde est sensibilisé à cette affaire-là. Les enquêteurs vont vraiment faire feu de tout bois pour essayer de retrouver le violeur de la forêt de Sénart. En vain. Alors, pour le coincer, ils vont tenter de le piéger et se servir de femmes policières comme appât. Ils ont fait des dispositifs de surveillance avec des chèvres, donc avec des fausses victimes qui étaient des policières, avec des gens qui quadrillaient partout en moto, à pied, en promenade avec un chien, justement pour attirer, entre guillemets, l'auteur des faits. Mais le violeur ne mord pas à l'hameçon. Tous les moyens engagés n'y changent rien. L'homme échappe sans arrêt aux policiers. Pire encore, il parvient à récidiver à quelques mètres d'eux alors qu'il patrouille dans les bois. Il y a des agressions qui vont être commises alors que les policiers sont en planque et le violeur de la forêt de Sénart va passer entre les mailles des filets. C'est exaspérant parce qu'il se faufile et fait le maximum. On ne peut pas mettre 200 policiers dans la forêt de Sénart nuit et jour. On fait comme on peut et c'est énervant de savoir qu'on l'a encore raté et que ça risque de recommencer, quoi, en fait. De son côté, Christine tente d'oublier l'agression. Les mois ont passé et elle donne naissance à son enfant. Mais pour la jeune femme, cette maternité n'est pas simple à vivre. Le traumatisme subi refait sans arrêt surface. Je la vis mal, en fait. Cette histoire me rattrape parce que tu te sens seule. Je me sens seule avec cette histoire. J'ai une sensation d'avoir perdu un peu d'estime de moi-même. D'avoir laissé beaucoup d'estime au sol à ce moment-là. Parce qu'en fait, t'es abîmé, t'es vraiment abîmé, quoi. T'es abîmé dans ta chair, et ça, tout est à reconstruire par rapport à ça. Malheureusement, l'enquête piétine et l'identité du violeur à la mobilette reste un mystère. Mais les policiers ne lâchent rien. Nous sommes en juin 1998, 6 mois après l'agression de Christine. Et la récente arrestation de Guy Georges leur donne une idée. Le tueur en série parisien a été confondu par son ADN, une méthode scientifique qui n'en est qu'à ses débuts. L'affaire Guy Georges a vraiment pu prouver qu'on était capable d'identifier un individu grâce aux traces qu'il laissait sur la scène du crime. Alors pourquoi ne pas tenter de telles analyses pour résoudre l'affaire du violeur de Sénart? Au pied du mur, les policiers décident donc de prendre contact avec Olivier Pascal, l'expert en génétique qui a travaillé sur le dossier Guy Georges. En 1998, on est vraiment au balbutiement de l'ADN, il y a peu de laboratoires qui travaillent. On est vraiment très proche des enquêteurs et on comprend tout à fait leur attente parce que ce sont des nouvelles techniques qui sont quand même limitées. Une dizaine de scellés recueillis après certaines des agressions sont alors envoyés au laboratoire nantais dans lequel officie le docteur Pascal. Parmi eux, des vêtements et un préservatif utilisé par le violeur. Il faut se dire qu'en 1998, peu de gens étaient au courant de nos techniques, ce qui fait que les malfaisants ne se protégeaient pas. Et c'est la raison pour laquelle on a retrouvé des traces de sperme, et en quantité importante. Et puis après, c'est très simple, on extrait l'ADN, et puis on établit une empreinte génétique.
Le docteur Olivier Pascal va dire que les ADN retrouvés sur plusieurs victimes, sur plusieurs scellés, proviennent de la même personne. Donc c'est la même empreinte génétique qu'on retrouve dans ces dossiers-là. Ça nous permet de raccrocher de façon tout à fait certaine les dossiers entre eux sur ce violeur en série. Et c'est un vrai bond en avant pour l'enquête. Malheureusement, en 1998, le fichier national des empreintes génétiques vient tout juste d'être créé. Il ne comporte que très peu de noms de criminels répertoriés. L'ADN révélé ne matche pas. On conforte l'avis des enquêteurs qui, au vu du mode opératoire, pensent que c'est le même individu. Mais nous, avec l'ADN, on vient confirmer leur dire. Mais on est complètement démunis. La déception est immense pour les enquêteurs. D'autant plus que le violeur de la forêt de Sénart continue de sévir. Sur la seule année 1998, 12 nouvelles victimes sont recensées. Le prédateur semble hors de contrôle. On voit une montée en puissance de ce violeur où il agresse de plus en plus de personnes. Il y a surtout une montée en intensité, c'est-à-dire en rythme des agressions, parce que particulièrement il y a une journée, le 5 octobre 1998, durant laquelle il va y avoir 3 agressions sur la même journée. C'est là où ça nous conforte dans ce qu'on pense, que ce gars-là est extrêmement dangereux, que ça peut monter, il va tuer des gens. Malgré tous leurs efforts, les policiers ne parviennent pas à arrêter leur homme. Ils connaissent son ADN, mais ils ignorent son identité. Que faire? Comment mettre fin à sa macabre série? Fin 1999, le violeur de la forêt de Sénart a agressé plus de 30 femmes. Traumatisé, tout espère chaque jour son arrestation. Je le sais toujours en liberté, je sais qu'il est... on ne peut pas s'arrêter comme ça. Je le sais qu'il continue à sévir. Seule certitude des policiers à ce stade, ce prédateur a fait des allées boisées de la forêt son terrain de chasse. C'est donc ici qu'il faut le traquer. Mais, coup du sort, une nouvelle agression va bientôt venir renverser cette unique conviction. Nous sommes le samedi 24 novembre 2000, à quelques kilomètres de la forêt de Sénart, plus précisément à Corbeil-Essonnes. Il est aux alentours de minuit 30 lorsque Isabelle rentre chez elle. Cette jeune célibataire très active, de 35 ans à l'époque, revient d'un spectacle. Je suis super bien dans ma vie, j'ai un grand réseau social qui m'entoure. Je ne m'ennuie jamais. Je fais 1001 choses à la fois. Une célibatante, voyageuse, très sportive, très indépendante. Et je vis dans ma petite maison avec ma chienne. En arrivant chez elle, Isabelle, bien que fatiguée, doit sortir son chien. Hors de question de déroger à cette obligation. Je rentre tard et comme je le fais tous les jours, je vais promener mon chien avant d'aller me coucher. J'arpente ce sentier qui passe près d'un parc de canoë-kayak, un coin sympathique, promenade ludique. Seulement cette fois-ci, la balade sera de courte durée. Je vois quelqu'un qui déboule à allure vive. Rien ne me surprend parce que j'ai l'habitude de croiser du monde et de les saluer. Et c'est la chose que je fais d'ailleurs. Bonsoir. En guise de réponse, l'individu se jette violemment sur Isabelle. Coup de poing. Déstabilisation, poussée, jeté au sol. Je suis engoncée dans un manteau. On est au mois de novembre, il fait quand même frais. J'ai un gros tailleur en tweed très épais. Je suis un peu empêtrée. Et là, il passe la main sous la jupe pour arracher le collant.
Il y a quelque chose de très très impressionnant, c'est le sang qui se glace dans les veines. Je crois que c'est ça, c'est l'effroi. Au moment où il se couche sur moi, il me dit « si tu cries, je te tue ». Malgré la peur qui l'envahit, la jeune femme se défend de toutes ses forces. J'ai la chance à cette époque de faire plus de 12 heures de sport par semaine. Et il est plutôt gringalet. Et je me dis, on va y aller franco, quoi. Donc on se bat. Et à un moment donné, par la force des choses, j'arrive à mettre le coup de pied là où il faut. Et il se redresse et il se sauve. Je me relève et là, j'essaye de crier. En fait, je suis emplie de colère. Et j'essaye de crier, sauf que rien ne sort. Plus de son, plus rien. Courageusement, Isabelle décide de se rendre tout de suite au commissariat d'Évry pour porter plainte. Encore sous le choc, elle tente de donner une description de son agresseur. C'était un gringalet. Il était plutôt chétif. Je suis 1m70. Guère plus grand que moi, certainement moins musclé. Il est habillé en sombre, du moins le sweat sombre avec la capuche et une casquette. Ce qui fait que son visage est très masqué, en quelque sorte. Et je n'en verrai que le regard. Isabelle l'ignore, mais ce regard terrifiant, des dizaines de femmes l'ont déjà croisé avant elle. Mais pas ici, à quelques kilomètres de là, dans la forêt de Sénart. Serait-il possible que le violeur en série ait changé de terrain de chasse ? La réponse à cette question, c'est Isabelle elle-même qui, grâce à son courage, va la trouver. Je m'aperçois que j'ai perdu mon bracelet. Et donc je demande à ma meilleure amie de refaire le parcours. Je m'arrête directement à l'endroit précis où on voit encore les branches cassées, l'herbe couchée du lieu de la lutte. Et je retrouve mon bracelet. Mais juste à côté, il y a une montre. Je comprends tout de suite. Pour Isabelle, il n'y a aucun doute, cette montre appartient forcément à son agresseur. Je vais faire comme à la télé. Je prends un Kleenex, je l'attrape, j'évite d'y mettre mes empreintes, je la ramasse. Isabelle la porte immédiatement au commissariat. Elle ne le sait pas encore, mais cette montre va jouer un rôle crucial dans la suite des investigations. Après analyse, un ADN est découvert sur cette montre. Et lorsque les résultats arrivent sur le bureau des enquêteurs, c'est la confirmation. L'empreinte génétique correspond à celle du violeur de la forêt de Sénart. C'est donc le même homme qui a tenté de violer Christine et Isabelle. Pour les enquêteurs, c'est une certitude, l'individu agit désormais à pied et en dehors de son terrain de chasse habituel. Ce sont des faits qui ont lieu avec un mode opératoire qui est complètement différent. Il a délaissé son scooter, son casque, il se promène à pied. On est de l'autre côté de la Seine, en fait. Mais alors, pourquoi le violeur à la mobilette a-t-il changé subitement ses habitudes ? Il se sait rechercher, donc je pense qu'à ce moment-là, il est acculé et il se dit que s'il continue à sévir en forêt de Sénart, il sera pris, il sera interpellé. Ça rajoute encore en fait à son côté prédateur. Il est capable de s'adapter et de changer son mode opératoire. Une chose est sûre, l'agression d'Isabelle témoigne de la montée en puissance du prédateur. Il est de plus en plus agressif. Cette dame a connu une agression extrêmement violente. Ses jours ont vraiment été en danger ce soir-là. Cet individu a tellement pris en confiance, en maturité,
et en violence et en force, en fait, il aurait pu la tuer, vraiment. À la recherche du prédateur qui leur échappe depuis maintenant 5 ans, les policiers étendent leur patrouille à toutes les communes au sud de la forêt de Sénart. La tâche est énorme et les enquêteurs sont sur le qui-vive. Mais d'un seul coup, tout s'arrête. Les agressions stoppent brutalement. C'est assez peu fréquent de voir un violeur en série s'arrêter. Là, on a un violeur qui cesse de faire parler de lui. C'est des gens qui sont malades, donc les pulsions ne se sont pas envolées comme ça, c'est pas possible. Donc là, on peut penser qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, où il n'est plus là, où il a déménagé, ou autre chose. Enfin bon, il arrête d'un coup. Le violeur de la forêt de Sénart a-t-il vraiment cessé d'agresser des femmes ? Comment expliquer qu'il se soit arrêté subitement ? Où se trouve-t-il désormais ? Avec l'arrêt des agressions, l'intensité des investigations pour le retrouver s'éteint au fil des mois. Le dossier s'enlise, il y a quand même un groupe d'enquêteurs qui va essayer de le faire vivre de temps en temps. On a tellement de travail par ailleurs que ce dossier-là, on sait qu'il existe, on est toujours vigilant. En revanche, c'est plus notre point central de travail. Les mois, les années passent et le prédateur ne fait plus parler de lui. Démunis, les policiers abandonnent la traque. Et en 2005, 10 ans après les premières agressions, la justice renonce officiellement à identifier le violeur de la forêt de Sénart. Le dossier est classé. Heureusement que je ne l'ai pas su, ça. Heureusement que je ne l'ai pas su parce que je l'aurais vraiment très mal vécu. Parce que sinon, j'avais plus d'espoir. J'aurais plus d'espoir. Donc j'avais l'espoir, je vivais avec cet espoir-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, une petite goutte d'eau dans la mer par rapport à une annonce comme ça je trouve ça injuste. Comment accepter que la justice renonce à chercher un homme qui a agressé des dizaines de femmes ? Que dire aux victimes qui, chaque jour, craignent de le croiser à nouveau ? Le violeur de la forêt de Sénart va-t-il vraiment poursuivre sa vie en toute impunité ? Deux ans après sa clôture, en 2007, alors que le dossier aurait dû rejoindre les oubliettes du palais de justice d'Évry, Michael Reinhardt décide de se plonger dans cette affaire. Sans sa détermination, ce dossier n'aurait sans doute jamais été élucidé. Le premier truc qui me surprend, c'est qu'il ait pu agresser autant de personnes. Je me dis, mais cet individu, là, aujourd'hui, il est dehors, en fait. Et c'est un fou, quoi. Il est hyper dangereux, ce type. C'est ce qui me choque le plus. Je me dis qu'on a dehors un individu extrêmement dangereux. Dès qu'il en a le temps, le policier étudie chaque plainte. Et une d'entre elles l'émeut tout particulièrement. Il y a une des victimes la plus âgée, 72 ans, qui avait vécu la guerre, a vécu des choses horribles, des veuves, enfin bref, elle s'est fait violer. Et en fait, cette dame, elle s'est laissée mourir. Et là, c'est horrible parce que 72 ans, enfin à l'époque, c'était, ça. Je me suis dit, ouais, ça aurait pu être ma grand-mère en fait. Michael Reinhardt est bien décidé à rouvrir le dossier. C'est pourquoi il prend contact avec une magistrate du palais de justice d'Évry, Isabelle Théry. Cette juge d'instruction est réputée pour sa ténacité à résoudre les cold cases. C'est monsieur Renner qui vient me voir un jour. Il me dit, voilà, j'ai un dossier que j'aimerais qu'on rouvre. C'est un serial violeur. Il raconte toute l'histoire. Et il ne voyait pas comment on pouvait réouvrir. Et il est venu me voir pour ça. J'ai des contacts assez réguliers avec la juge, Isabelle Théry à l'époque. On a le même but, elle et moi. On pense et on est persuadé qu'on va y arriver.
En concertation avec la magistrate, le policier demande de l'aide à Olivier Pascal, l'expert en génétique qui avait révélé l'ADN du violeur de la forêt de Sénart 10 ans plus tôt. Le violeur de la forêt de Molencenard est un dossier qui m'est toujours resté dans la tête parce que c'est quand même exceptionnel qu'on ait autant de victimes. Il connaît ce dossier. C'est pour ça que quand je le recontacte, moi, des années après, il me dit « Ah bah, il y a un truc qui se fait, ouais. » Parce qu'il est comme moi, il n'a pas envie, il a la même idée en se disant c'est pas possible, quoi. Non, on est passé à côté de quelque chose. Mais coup de théâtre, un élément est en passe de mettre à terre toutes les investigations. En discutant avec le docteur Pascal, Michael Reinhardt apprend que l'ADN révélé 10 ans plus tôt n'a aucune chance de mener au violeur en série. Et là, j'apprends en discutant qu'il y a un problème en fait sur le profil génétique qui a été récupéré. À l'époque, ça a pour conséquence qu'en fait, il est impossible que l'ADN du violeur de Sénart matche avec qui que ce soit. Seule une nouvelle expertise pourrait donc permettre de révéler un ADN répondant aux nouvelles exigences du fichier national des empreintes génétiques. Une nouvelle fois, le préservatif oublié par le violeur en série va être au cœur des investigations. Les préservatifs sont généralement bien conservés. Ils sont conservés congelés, donc on sait que l'ADN ne va pas bouger. Grâce à ce scellé bien conservé, le dossier est rouvert en 2009. La traque du violeur de la forêt de Sénart reprend. En charge de l'instruction, la juge Isabelle Théry. C'est un miracle, parce qu'il y a eu énormément de destruction de scellés, on l'a échappé belle. Il y a eu énormément de destruction de scellés à cette époque. Je savais qu'on allait y arriver par l'ADN, d'une manière ou d'une autre. Le préservatif est donc une nouvelle fois analysé. Un ADN masculin complet est extrait et immédiatement versé au fichier national des empreintes génétiques. Michael Reinhardt retient son souffle en attendant les résultats. Si le violeur de la forêt est fiché, son nom devrait bientôt apparaître. Ça prend quelques heures tout ça, c'est fou, mais il y a un temps qui s'est passé assez important dans tout depuis 1995. Et là, je sens, en une journée, on peut identifier l'auteur. Et là, la réponse, elle nous parvient. Elle est négative. Malheureusement, cet ADN ne correspond à aucun individu inscrit au fichier. C'est un énorme coup de massue pour Michael Reinhardt. On se dit ouais, tout ça pour ça, parce que c'est les montagnes russes, quoi. On est monté très haut en se disant ouais, on a réussi quand même à réouvrir le dossier. On a réussi à récupérer un prélèvement génétique, refaire un profil génétique complet. Là, on se dit c'est bon. C'est pas possible qu'il soit pas connu, ce mec-là, c'est pas possible. Là, il faut rebondir, en fait. Pendant tout ce temps, les victimes n'ont aucune idée de tous les efforts encore réalisés pour tenter de retrouver le violeur de la forêt de Sénart. Aucune idée s'il y a une avancée. Est-ce que l'enquête existe toujours? Est-ce qu'elle attendait sur une pile que le temps soit révolu et que ce soit définitivement un cold case? Aucune idée. Informée de rien. Savoir ce prédateur toujours en liberté est insoutenable pour ces femmes qui restent toutes profondément marquées par leur agression. J'évite de me promener seule. Je suis toujours accompagnée. Il y a des petites choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas me surprendre dans le noir. Il occupe mes pensées. C'est des choses qui déclenchaient.
sur la route, un casque, un motard qui s'arrête à hauteur de ma voiture à un feu rouge. J'avais des flashs tout de suite, j'étais en tachycardie. C'est un traumatisme qui m'accompagne. J'essaie de faire avec. Il y a tellement d'enjeux humains derrière tout ça, toutes ces victimes, toutes ces femmes qui ont été... il n'y a pas de meurtre, mais souvent je dis que c'est des petites morts. Il y a plein de femmes qui ne peuvent pas se remettre de telles agressions. Alors pour toutes ces femmes, Michael Reinhardt ne lâche rien et il poursuit son combat. La seule chose qui me motivait à l'époque, c'était d'identifier l'auteur des faits. Donc je me dis, ce mec-là, il est vivant, il est là, quelque part, tapis, et il faut l'identifier, il faut l'interpeller. Nous sommes en 2012. Cela fait 12 ans que le violeur à la mobilette n'a plus fait parler de lui. Et c'est une autre affaire criminelle qui va faire rebondir le dossier de Sénart. Médiatiquement, on entend parler de l'affaire Kulik. Du nom de cette conseillère en clientèle d'une banque en Picardie va être résolu grâce à l'ADN en parentèle. Dans l'affaire Kulik, un gendarme avait fait un séjour aux États-Unis auprès du FBI à Quantico et il s'est rendu compte que c'était relativement commun aux États-Unis de faire des analyses d'ADN en parentèle pour pouvoir les identifier plus facilement. En apprenant que le meurtre d'Élodie Kulik a été résolu grâce à l'ADN de parentèle, Michael Reinhardt y croit de nouveau. Quand j'entends ça, il existe quand même un petit rayon de lumière. Et on se dit, si ça marchait pour Kulik, pourquoi ça ne marcherait pas pour quelqu'un d'autre? Tous les acteurs de l'enquête s'engouffrent dans cet espoir. Cette méthode de la parentèle offre une dernière chance au dossier. Ça veut dire qu'on va comparer le profil inconnu avec des profils qui sont enregistrés au FNAEG et qui seront donc des personnes de sa famille, soit en ascendance, soit en descendance, soit en collatéral. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un profil ADN complètement similaire, mais on aura un profil ADN qui sera très proche. C'est ce qui va se passer pour le violeur de la forêt de Sénart. On va prendre son ADN, le mettre dans ce fichier-là et voir s'il y a quelqu'un de sa famille qui est connu de la justice. Et ça va matcher. Enfin, pour la première fois, les résultats sont très encourageants. La recherche en parentèle permet en effet d'identifier 29 individus. C'est certain, l'un d'entre eux va mener les enquêteurs directement jusqu'au violeur. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, dans tous ces résultats, on a un seul dans l'Essonne. Et à Corbeil-Essonnes. Pas à Étampes ou à Milly-la-Forêt. À Corbeil-Essonnes, c'est vraiment à proximité de la forêt. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a peut-être un lien. Cette personne-là est connue, a déjà fait de la prison, est connue pour meurtre. Ils vont étudier l'entourage de cette personne-là et ils vont isoler une seule personne qui, selon eux, correspond vraiment au profil du violeur, c'est-à-dire quelqu'un qui avait entre 18 et 20 ans en 95, qui n'était pas connu de la police. C'est le frère de la personne qui est fichée au FNAEG. Cet individu pourrait bien être le violeur de la forêt de Sénart. Son âge, sa taille, sa corpulence, tout correspond. Il s'appelle Aïssa Zerouati. Âgé de 40 ans, il a quitté l'Essonne pour Roubaix dans le Nord, où il vit avec son épouse. En toute discrétion, les enquêteurs cherchent maintenant à en savoir plus sur cet homme. Et à première vue, il n'a franchement pas le profil d'un prédateur sexuel. Il a deux frères qui sont des délinquants. Il y en a un qui est dans le trafic de stupéfiants, l'autre qui a été mis en cause pour des affaires d'homicide. Lui, il n'est pas mis en cause dans des dossiers, donc il est un peu en retrait par rapport à tout ça. Il est le
plus petit d'une famille de 8 frères et sœurs, dont il est très proche. Issa Zerouati, on l'appelle bébé dans la famille, il est un peu chétif, assez désœuvré, pas une grande réussite scolaire. Quand j'ai vu qu'on l'appelait bébé, pour moi, c'était un type forcément méchant. Or, il est gentil comme tout. Quelqu'un de très rieur, de très drôle, de très gentil, de très généreux. Sa femme dit qu'il est charmant. Très gentil garçon. Ça, c'est très souvent chez les violeurs. C'est pas le seul. Hein. C'est un grand classique. Vous verrez beaucoup de criminels, d'assassins, de tueurs en série qui sont décrits par leurs voisins ou leurs amis. Personne très sympa, très cool. Donc ça ne m'étonne pas. Les policiers ont le sentiment d'être enfin proches de la vérité. Ils auront mis 20 ans à identifier le violeur de la forêt de Sénart. Mais, contre toute attente, un ultime rebondissement va leur mettre des bâtons dans les roues. Aïssa Zerouati est convoqué au commissariat. Mais, mauvaise nouvelle, il vient de quitter la France. Sans doute a-t-il compris que l'étau se resserrait inexorablement. Et il s'enfuit en Algérie, son pays natal. Il sait qu'il y a une enquête donc, de la brigade criminelle sur l'affaire de Sénart avec de l'ADN actualisé et qu'ils ont besoin de prélever son ADN. Il disparaît. Et les enquêteurs tout de suite prennent ça pour un aveu de culpabilité. Quand on a une personne, parce qu'on vous demande, il faudrait qu'on vous prélève votre ADN afin de comparaison avec l'affaire. Vous n'avez pas fini votre phrase, que la personne est déjà partie. Ça sent bon. Comme on dit dans le jargon, ça sent bon. Loin de se laisser abattre par ce nouveau contretemps, les enquêteurs réagissent. Et ils ont un atout en poche. Ils savent que la femme d'Aïssa Zerouati est enceinte. Ils décident donc d'attendre la naissance, persuadés que le papa ne manquera pas de venir faire connaissance avec son bébé. Et ça va payer. Le 28 décembre 2015, le suspect est arrêté en bas de son immeuble alors qu'il se rend à la maternité. Il est revenu parce que sa femme avait accouché d'un prématuré. Sinon, il serait sans doute pas revenu. Il sera interpellé devant chez lui alors qu'il ramenait des affaires à sa femme à la maternité. Immédiatement, les policiers prélèvent son ADN. Ils espèrent que la preuve de l'implication d'Aïssa Zerouati se trouve dans cet écouvillon. L'attention est à son comble. Michael Reinhardt n'oubliera jamais l'appel de la juge d'instruction pour le prévenir des résultats. La juge, il me dit voilà, tu es la première personne à qui je le dis, c'est bon, c'est lui. Et là, c'est à 100%. Les experts diront toujours c'est 99,99,99,99. Mais ça y est, on l'a. C'est une super nouvelle, en fait. Il dit ça y est, l'affaire de Sénart est enfin résolue. L'ADN a trouvé son preneur, donc Aïssa Zerouati. Et là, c'est fou. Je crois que j'ai peut-être versé une petite larme, mais intérieure. Ils ont réussi. Et la résolution de cette enquête vieille de 20 ans fait immédiatement la une de tous les médias. Sauf que personne n'a pris le temps de prévenir les victimes. Christine découvre la nouvelle en feuilletant le journal. Le choc est immense. Puis je regarde, puis là je dis, je m'écroule en fait, je suis à la limite du malaise en fait, hein, parce que je le sais, parce que c'est mon histoire, c'était le titre, le violeur à la mobilette, c'était lui quoi. En fait, toute la scène se déroule en lisant le titre, de A à Z. Je revois tout en fait, je revois tout le film. C'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait à aller mieux. Là, je sais que je peux sortir en
Alors que les victimes respirent enfin, les enquêteurs n'en ont pas fini avec Aïssa Zerouati. Ils veulent des aveux. Conduit dans les locaux de la PJ de Versailles, le suspect est confronté aux indices recueillis. Mais, contre toute attente, il réfute toute implication dans les faits qui lui sont reprochés. Mais c'est une personne d'abord combative. C'est quelqu'un avec qui le contact est très bon et avec qui nous avons pu travailler dans ce dossier-là qui est vraiment un dossier hors norme et particulier. Aïssa Zerouati clame son innocence avec vigueur et avec constance. On a l'ADN, on a exactement le même mode opératoire. Ça fait pas l'ombre d'un doute que c'est le même. Lui, il signe son truc d'une manière complètement unique, il n'y a pas de problème. Il a toujours nié en bloc et même pas assez de respect, au moins pour les victimes. Puis il en a même pas pour lui-même. Donc, mais de dire, ouais, d'avouer, et de dire pardon, en fait, juste. Mais non. Alors comment Aïssa Zerouati va-t-il se comporter lors de son procès? Lui qui risque 20 ans de prison. Va-t-il continuer à nier? On sait que ça va être dur, on sait que ça va être long, mais Aïssa Zerouati, il a hâte de pouvoir s'exprimer, être entendu. Monsieur Zerouati clame son innocence et sa famille le soutient de manière très claire. 15 septembre 2020, 25 ans après la première agression en forêt de Sénart, le procès d'Aïssa Zerouati s'ouvre devant la cour d'assises de l'Essonne. L'enjeu est immense pour l'avocat général, Marc Mullet. Aïssa Zerouati est renvoyée pour 34 faits, alors 14 avec l'ADN, et puis ensuite toutes les autres qui étaient reliées grâce au mode opératoire à ces 14 victimes. Donc le but, effectivement, c'était d'arriver à prouver aux jurés qu'on avait un lien et que c'était le même auteur, mais on sait que ça va être difficile. Et ça l'a été. Face à l'accusation, la défense veut obtenir un acquittement. Et malgré la présence de son ADN sur 14 scènes d'agression, Aïssa Zerouati continue d'affirmer qu'il est innocent. Il en veut beaucoup à la justice, il se présente comme victime dans cette affaire, victime d'une erreur judiciaire. On ne peut pas condamner une personne sur la simple base d'un prélèvement ADN. L'ADN peut être transféré, il peut y avoir de l'ADN en mélange, il peut y avoir des techniques de conservation de l'ADN qui sont un peu différentes. Sur les bancs de la partie civile, c'est l'incompréhension et la colère. Tout le monde le reconnaît. Et lui, il continue à nier. J'attends, oui, des remords, un pardon, ouais. J'attends ça, ouais. Et on n'a pas. Personne ne l'a eu. Il s'est enfermé dans un... Je ne sais pas moi, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Depuis du début à la fin. La défense contre-attaque. Elle avance que les descriptions du violeur faites par les victimes sont loin d'être identiques. Il y a donc un doute raisonnable sur la personne. On écoute ces témoignages, on entend des descriptions qui sont beaucoup trop éloignées de celles de notre client. On peut se dire que oui, il y a erreur sur la personne. Il y a un certain nombre de victimes qui décrivent quelqu'un de noir de peau. On comprend que des victimes de bonne foi puissent décrire des différences de détails. Mais quand les différences sont majeures à ce point-là, à minima, un doute doit s'installer. Et je le rappelle que le doute profite à M. Zerouati. Au-delà de la couleur de la peau, une autre particularité physique décrite par les victimes est longuement discutée à l'audience. Toutes les victimes disent il avait un sexe de petite taille. Et elles décrivent tous un sexe d'enfant, un sexe de petite taille. C'est ressorti comme un leitmotiv depuis le début. L'agresseur avait un tout petit sexe. Or, Aïssa Zerouati affirme avoir un sexe de taille normale.
L'avocat général, Marc Mullet, lui propose alors de se soumettre à une expertise urologique afin de vérifier ses propos. Donc j'étais allé jusqu'à dire, vous partez à la maison d'arrêt, et puis si l'expertise montre que vous avez un gros sexe, on va sans doute requérir votre acquittement. Mais l'accusé refuse cette proposition aux grandes dames de ses propres avocats. À ce moment-là, on est extrêmement déçus, dans l'incompréhension, surtout qu'il nous avait été affirmé que ce qui était décrit par les victimes ne correspondait pas du tout à son anatomie. Aïssa Zerouati ne veut rien savoir. Alors, au terme des débats, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Mais il fait tout de suite appel. Un an plus tard, en octobre 2021, il fait de nouveau face à la cour. Et ce nouveau procès commence avec une surprise de taille. Au théâtre, en appel, dès le début de l'audience, il dit « j'accepte de faire cette expertise ». Donc les choses ont changé. Quand Aïssa Zerouati accepte en appel de se prêter à cette expertise urologique, on se dit que ça peut changer les choses. Je ne m'y attendais pas du tout parce que pour moi, on était tous persuadés qu'il ne le ferait pas. Il était tellement arc-bouté sur ça que je pensais qu'il ne le ferait pas. Et on se souvient de la promesse lors de la première instance qui était très claire, qui était de dire que s'il avait un sexe normal ou gros, il demandait son acquittement. Et donc là, on se dit, oui, on a une chance. On nomme un expert en urgence. Et coup de théâtre, l'expert dit qu'il a un sexe d'une taille supérieure à la moyenne. Aïssa Zerouati a un sexe de taille importante, voire plutôt très importante. Moi, j'étais désarçonné parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Donc là, on se retrouve en porte-à-faux. L'avocat général décide finalement de ne pas tenir compte de cette expertise. Pour lui, la preuve de l'implication d'Aïssa Zerouati se trouve dans l'ADN. Moi, je suis assez confiant parce que j'ai la reine des preuves. C'est-à-dire que l'ADN, c'est la reine des preuves. L'avocat général a le droit aussi de changer d'avis, a le droit de changer de braquet. C'est vrai que ça paraît un peu étonnant, si vous voulez. Ça aurait dû, je pense, conduire l'accusation, à minima sur certaines victimes, de requérir l'acquittement. À minima. Ça n'a pas été le cas. Dont acte. J'ai un petit doute à ce moment-là sur le verdict, eu égard à l'analyse urologique, qui pourrait avoir insillé le doute dans l'esprit des jurés. Mais il y a toujours cet ADN qui est très présent et qui fait un peu le dossier et l'accusation dans cette affaire. Finalement, après un mois d'audience, Aïssa Zerouati est à nouveau condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont fait confiance à la science. Pour les victimes, ce verdict est une victoire. À 90%, on se sent réparé quand on est reconnu victime et qu'on est reconnu que notre agresseur se retrouve derrière les barreaux. Justice s'est passée. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une obligation de faire les 20 ans en totalité. Qu'il n'y ait pas une possibilité de remise de peine pour bonne conduite. Mais voilà. Aujourd'hui, Aïssa Zerouati purge sa peine en prison. Il continue de clamer son innocence. Pour les protagonistes du dossier, reste une question. L'homme a-t-il fait d'autres victimes avant son arrestation en 2015? Des femmes qui n'auraient pas eu la force de porter plainte. Les collègues ont travaillé effectivement sur un peu tout ce qui s'est passé entre 2001 finalement et son arrestation en 2015. Est-ce qu'il y a eu d'autres faits? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est arrêté? En tout cas, ça n'a rien donné. Ils ont fait des investigations poussées, ça n'a rien donné. Si je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est que s'il y avait
S'il y avait, par malheur, d'autres victimes qui ne s'étaient pas manifestées et qui pourraient encore le faire, peut-être que ça pourrait encore changer une phase de ce dossier. J'aurais envie de leur dire de se manifester, d'essayer de, si elles se reconnaissent dans mon témoignage, de se manifester. Si elles veulent un début de réparation, plutôt que de vivre avec cette souffrance toute leur vie. C'est très important en fait. Pour la suite, pour elles, pour leur entourage, leurs enfants, si elles en ont, très important. C'est pour ces éventuelles victimes que Christine et Isabelle témoignent aujourd'hui. Elles espèrent ainsi libérer la parole de femmes qui n'oseraient pas raconter leur histoire. William Woodward, sa femme et leurs enfants habitaient dans cette maison depuis plusieurs années. Les familles voisines qui habitaient de l'autre côté de la rue harcelaient William Woodward en l'insultant sans arrêt. Ils nous importunaient sans relâche depuis un mois. Ils ont fait de notre vie un enfer. Ils étaient extrêmement vulgaires. Les Hembry et les Blake ont fait une fête dans leur cour. Ils étaient très bruyants. Ils ont célébré pendant des heures et ils ont consommé une énorme quantité d'alcool. Cette situation a jeté de l'huile sur le feu. Une bagarre a éclaté entre William Woodward et Gary Hembry. Mon père a vraiment eu peur. On n'avait jamais rien vu de tel. 911, quelle est votre adresse? Smith Drive, mon petit ami a reçu une balle. Où est le suspect? Il est encore dehors. Il tire sur tout le monde. Je peux pas sortir. Tout le monde est blessé dehors. On a besoin d'aide. Mon mari se vide de son sang. Il l'a tiré de nouveau. Cet homme est complètement fou. Sur la scène de crime, il y avait du sang partout. J'ai trouvé 8 douilles. La victime qui était ici était criblée de balles. On avait l'impression de se retrouver dans la jungle du Vietnam ou encore dans le désert du Koweït. Ça avait tout à voir avec la colère, l'animosité, la rancœur et la vengeance. C'était œil pour œil, dent pour dent. Tout commence à Titusville, en Floride. Une commune située à proximité du plus grand centre de lancement de fusées de la NASA, Cap Canaveral. C'est ici que de nombreuses missions spatiales ont vu le jour. 3, 2, 1, and lift off of Artemis 1. Dans cette ville calme et paisible, jusqu'ici seuls les réacteurs des fusées se faisaient entendre. Mais à la fin de l'été 2012, c'est une terrible querelle de voisinage qui va faire encore plus de bruit. Ce jour-là, un habitant de Titusville est auditionné au commissariat. Et l'histoire qu'il s'apprête à raconter va plonger la ville dans l'horreur. Quel est votre nom? William Theodore Woodward. William avait perdu son emploi au Centre spatial Kennedy. Il avait été dans l'armée et il affirmait être un ancien combattant souffrant de lésions cérébrales et de stress post-traumatique. Quelle est votre adresse? 1960 Smith Drive, Sud. William Woodward, sa femme et leurs enfants habitaient dans cette maison depuis plusieurs années. Si on regarde juste au-dessus de la porte, on voit l'endroit où William Woodward avait installé une caméra de surveillance dirigée vers l'avenue Lane et la maison des Hembry, où habitaient Gary Hembry et Roger Pitcher. La maison d'à côté, au 1940, était celle de Bruce Blake. Ils nous importunaient sans relâche depuis un mois. Ils ont fait de notre vie un enfer. Les familles voisines qui habitaient de l'autre côté de la rue harcelaient William Woodward en l'insultant sans arrêt. Ils étaient extrêmement vulgaires. Ils s'en prenaient à moi parce que je suis un vétéran invalide. Il le traitait de G.I. Joe en plastique
et d'autres noms offensants. Ils agissaient comme des enfants, pas des adultes. C'était œil pour œil, dent pour dent. William se réveillait, il mettait un pantalon de camouflage et un chandail indiquant armé, et il s'asseyait sur une chaise de jardin pour faire des doigts d'honneur aux voisins dans leur voiture. William nous avait dit qu'il tuerait tous les membres de notre famille, même les enfants et les animaux. Il avait l'habitude de marcher sur notre rue avec son chien en portant une arme à sa ceinture. Parlons de la journée d'aujourd'hui. Vous dites que vos voisins ont déclenché une guerre contre vous. Est-ce exact? Ça a commencé le 5 août. Le 5 août? Que s'est-il passé? Cette journée-là, j'ai appris que le cadeau d'anniversaire de ma fille avait été volé à ma porte par la fille de Gary, Destiny. C'est un petit démon. J'avais 8 ans. Et je n'avais rien volé du tout. Quand j'ai réalisé que le cadeau de ma fille avait disparu, j'ai appelé la police. Parce que, en tant que vétéran qui souffre de stress et de lésions cérébrales, il y avait beaucoup moins de chances que je m'emporte s'il y avait un médiateur. Oui. Pour m'aider à garder mon calme. La majorité de mes collègues avaient entendu parler de ce conflit. Des policiers étaient intervenus à plusieurs reprises au cours des semaines précédentes pour mettre fin à leurs altercations verbales. On l'a aidé. Ça faisait partie de notre travail. Un policier a traversé la rue avec William Woodward. On a donc confronté Gary le matin du 5 août. C'était un dimanche. Il a tout simplement explosé de colère. William s'est présenté à la porte et il a parlé de l'histoire du vol. Mon père ne savait pas de quoi il parlait. Il était vexé et il lui a dit de partir. Gary Hembry était en colère. Il s'est mis à crier et le policier a compris qu'il n'était pas au bout de ses peines. Avant l'incident de la disparition du cadeau, ils étaient amis et leurs enfants jouaient ensemble. Gary et moi, on s'est liés d'amitié au travail il y a longtemps. Qu'est-ce qui a changé? Il fumait de l'herbe devant les enfants. Donc, on a décidé d'interdire à notre fille de se rendre sur son terrain ou dans sa maison. Ils ont arrêté de se parler et ils ont conclu qu'il valait mieux mettre fin à leur amitié. Donc, les autres enfants et moi, on a cessé de jouer ensemble à cause d'eux. Ils refusaient qu'on se voie. Vous savez... Oui. J'en ai assez qu'ils persécutent ma famille. Auparavant, William Woodward avait des poules dans sa cour arrière. Il disait qu'elles étaient thérapeutiques pour son stress post-traumatique. Mais la famille Hembry a porté plainte auprès de la ville concernant ces poules, donc M. Woodward a dû s'en départir. Cette situation a jeté de l'huile sur le feu. J'ai juste perdu le contrôle. Et c'est ce qui se passe quand on me provoque. Oui. J'ai craqué. Ils sont toujours sourds et défoncés. Ils m'emmerdent. Ils m'emmerdent. Ils m'emmerdent. Emmerde. D'accord. Écoutez-moi un instant. Regardez-moi. Ça n'arrête jamais. À un certain moment, on a pu voir sur l'une des vidéos de surveillance que Bruce Blake avait tenté de désamorcer la situation parce qu'elle devenait hors de contrôle. Mais William Woodward n'a rien répondu. Ils sont allés au palais de justice pour obtenir des injonctions, mais le juge a refusé. Dans le stationnement, une bagarre a éclaté entre William Woodward et Gary Hembry. William a attaqué mon père ce jour-là. Il l'a battu. William Woodward a été arrêté. Mon père a fait une crise d'épilepsie et William a dormi en prison. Mon père a vraiment eu peur.
Insultes, bagarres, provocations. La situation entre la famille Woodward et leurs voisins semble désormais hors de contrôle. Une spirale de violence qui va connaître son apogée en septembre 2012 lors de la fête du travail aux États-Unis. Les Hembry et les Blake ont fait une fête dans leur cour. Ils étaient très bruyants, ils ont célébré pendant des heures et ils ont consommé une énorme quantité d'alcool. Les voisins ont insulté la famille de William Woodward de plus belle quand le soleil s'est couché et que le taux d'alcool a augmenté. En regardant la vidéo de surveillance, on a vu que William Woodward était dehors avec son père, près de son camion. On n'entendait pas ce qu'il se disait, mais le père de William gesticulait beaucoup. William Woodward avait volontairement remis toutes ses armes à feu entre les mains de son père. De son côté, son père lui avait donné un pistolet. Vous rappelez-vous avoir quitté votre domicile ce soir? Vaguement. Je suis sorti par la porte arrière du garage et j'ai tout de suite adopté ce qu'on appelle dans l'armée la posture accroupie. D'accord. Ensuite, je me suis caché derrière mon camion pour qu'il ne me voie pas. William Woodward a quitté sa maison pour aller dans la cour. J'étais bien dissimulé avec ma veste et mon pantalon de camouflage. En tant que soldat, je me battais pour vaincre. D'accord. C'était la guerre. Il fallait regarder la vidéo de près, mais on pouvait le voir ramper. J'ai traversé le trottoir sur mes mains et mes genoux. Puis je me suis mis à plat ventre dans l'herbe, comme un serpent. On était complètement sous le choc. On n'avait jamais rien vu de tel. On avait l'impression de se retrouver dans la jungle du Vietnam, ou encore dans le désert du Koweït. J'ai contourné mon camion en rampant. Je portais mon pistolet sur ma hanche droite. Oui. Et ma lame chargeur était dans ma poche gauche. Dans l'armée, on apprend que lorsqu'on rampe au ras du sol, il faut faire glisser notre visage par terre, parce que le but est de rester le plus bas possible. Est-ce que vous vous êtes levé? Non. D'accord. Je rampais toujours lorsqu'ils ont allumé leur lumière de sécurité et ça m'a vraiment rendu furieux. J'étais déjà irrité et j'ai perdu le contrôle. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai rampé. D'accord. J'étais en mission pour arrêter cette guerre. Pendant combien de temps les avez-vous écoutés crier? Quelques minutes, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. D'accord. Quand on traque l'ennemi, la patience est une vertu. C'est ce qui distingue les bons soldats des mauvais. J'ai attendu patiemment. En arrivant, au coin de la maison, j'ai foncé. Ce qu'on remarque ensuite sur la vidéo de surveillance, c'est que quelqu'un a traversé le terrain des Hembry. Il faut être déterminé, rapide et précis pour affronter l'ennemi. On l'a vu courir en direction de Roger Pitcher. À ce moment-là, Roger et son fils faisaient de la lutte. Le fils de Roger s'est levé en me voyant et j'ai tiré sur Roger dans le torse. Affolés par les coups de feu, les voisins composent immédiatement le numéro des secours. 911, quelle est votre adresse? Smith Drive, mon petit ami a reçu une balle. Où est le suspect? Il est encore dehors. Il tire sur tout le monde. Je peux pas sortir. La fusillade est-elle toujours en cours? Oui, ici. Cachez-vous sous le lit. J'ai entendu Bruce Blake dire quelque chose. Je l'ai suivi jusqu'au garage. Il a tenté d'y entrer, mais j'ai tiré sur son torse jusqu'à ce qu'il s'effondre. Tout le monde est blessé dehors. On a besoin d'aide. Mon mari se vide de son sang. Votre mari est à l'extérieur? Il est allongé dans une flaque de sang. Gary Embry est sorti de son garage pour voir ce qui se passait. J'ai visé sa poitrine et j'ai tiré un coup de feu en plein centre. Il s'est écroulé. J'ai tiré 2 balles dans la tête de Gary
et je suis retourné auprès de Roger. Pour m'assurer qu'il ne reste aucun survivant sur le champ de bataille, j'ai tiré 1 ou 2 balles dans sa tête à bout portant. Il l'a tiré de nouveau. Cet homme est complètement fou. D'accord. Je vous assure, je crains pour ma vie en ce moment. Le connaissez-vous? La police est là. Bien sûr. C'est William. Je sais que c'est lui. Il avait 2 chargeurs pleins et il les a entièrement vidés durant la fusillade. Je ne suis pas revenu sur mes pas pour achever Bruce Blake. Je n'avais plus de balles. D'accord. Plus aucune? 31 balles. D'accord. 2 lames chargeurs et 1 balle dans la chambre. Vous n'aviez plus de balles? Exact. Après avoir attaqué ses 3 victimes, un autre voisin est sorti et il a demandé à William Woodward s'il allait bien. Il a répondu. La guerre est finie. Vraiment? Je peux vous promettre que ces gens ne harcèleront plus jamais, ni ma famille, ni moi. Jamais. C'est terminé. Je peux maintenant dormir en paix. C'est à cet instant que les policiers, alertés par l'appel des voisins, arrivent sur les lieux. Face à eux, une tuerie digne d'une scène de guerre. Sur la scène de crime, il y avait du sang partout. J'ai trouvé 8 douilles. Il a tiré dans cette direction. La victime qui était ici était criblée de balles. Les gyrophares illuminaient l'endroit parce que plusieurs premiers répondants s'étaient rendus sur les lieux. Tout le monde s'était mobilisé. Gary Hembry était déjà décédé à l'arrivée des policiers. Les 2 autres voisins ont été conduits à l'hôpital. Monsieur Pitcher est décédé un peu plus tard. Monsieur Blake a dû recevoir des soins médicaux importants, mais il a survécu. Le premier policier est arrivé sur place et le suspect s'est mis à genoux avec les mains derrière la tête. Il n'a pas résisté à son arrestation. Je suis sur Smith Drive où une fusillade a eu lieu. J'ai arrêté un homme blanc. Grâce aux images de vidéosurveillance récupérées sur la scène de crime, et après ses aveux, William Woodward est arrêté et incarcéré avant d'être déféré devant le tribunal. Face à une telle violence et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'État de Floride demande la peine maximale contre l'ancien militaire. J'ai dit à l'avocat de la défense qu'on demanderait la peine de mort lors du procès, mais qu'on écarterait cette option si on parvenait à un accord de plaidoyer. Il m'a répondu que le seul arrangement que l'accusé était prêt à accepter, c'était qu'on abandonne toutes les poursuites contre lui et qu'on lui rende son arme. Je lui ai dit, est-ce que c'est une blague ? On a ensuite appris que la défense désirait obtenir l'immunité pour son client en plaidant la légitime défense. C'est une loi très controversée qui stipule que si une personne croit être en danger de mort ou de graves blessures corporelles, elle peut répondre par la menace ou l'usage de la force létale. Peu importe la quantité d'insultes, des bêtises et des horreurs que les victimes avaient pu proférer contre lui, les actions que William Woodward avait posées ne satisfaisaient pas aux critères de légitime défense. Il avait quitté son domicile, il avait traversé la route publique et il s'était rendu chez ses voisins pour les tuer. Ce n'était pas de la légitime défense, mais bon, il y a eu un procès. Lors de l'audience portant sur son immunité, l'accusé a témoigné. William Theodore Woodward. Pendant tout ce temps où vous les observiez, avez-vous entendu quoi que ce soit qui a pu vous laisser croire qu'ils avaient une arme à feu et qu'ils s'en serviraient?
Oui, juste après, j'ai entendu 4 détonations d'une arme automatique de calibre 22. Dans ma fenêtre. Il affirmait avoir entendu des coups de feu. Mais la police a déclaré que les seuls coups de feu signalés dans ce quartier étaient ceux que William Woodward avait tirés pour tuer ses voisins. Dites à la cour ce que vous avez cru entendre et ce à quoi vous pensiez. Prenez les armes. Allez, on se lève et on y va. Qu'on en finisse. Ils se rassemblaient. C'est ce qui m'a poussé à passer à l'action. Est-ce que vous pensiez que vous étiez sur un champ de bataille? Absolument. Ils étaient en guerre contre ma maison, ma famille et moi. Il fallait que je protège ma femme et mes enfants de la mort. J'étais la seule personne qui était en mesure de les sauver d'une mort atroce. Est-ce que vous comprenez, monsieur? J'ai fait la guerre au Vietnam. C'était exagéré. J'ai tout de suite eu l'impression que c'était une histoire montée de toutes pièces. Est-ce que vous les avez abattus parce qu'ils tourmentaient votre famille? Non. Vous ne les avez pas abattus parce qu'ils disaient des horreurs sur vous et votre famille? Non, je n'aurais jamais fait ça. En entendant « qu'on en finisse » ou d'autres phrases du genre, que pensiez-vous qu'ils allaient faire? Venir chez moi. Pour pouvoir... me tuer. Aviez-vous la conscience tranquille en sachant qu'ils pouvaient s'en prendre physiquement à votre femme et vos enfants? Non, monsieur. Je n'allais pas leur donner cette chance. Aviez-vous des inquiétudes? Est-ce que vous aviez peur qu'ils leur fassent du mal? Absolument. Mais ils allaient d'abord devoir me passer sur le corps. Le juge devait déterminer si, considérant les faits présentés, l'accusé était en droit d'obtenir l'immunité de poursuite. C'était une question juridique. Le juge a rejeté la demande. Il ne s'agissait pas de légitime défense. L'accusé n'était pas menacé lorsqu'il a attaqué ses victimes. Il n'avait absolument aucune raison de commettre ces gestes. William n'a pas obtenu l'immunité, mais il a tout de même soutenu qu'il avait agi par légitime défense lors du procès. Monsieur Woodward savait pertinemment qu'il ne pouvait pas compter sur les forces de l'ordre pour assurer la protection de sa famille. Il a agi par nécessité. Les preuves révéleront qu'il avait raison de prendre les armes et qu'il n'a commis aucun crime. Merci. J'appelle Bruce Blake. Bonjour, monsieur. Bruce Timothy Blake est à la barre et il est l'une des victimes. Jurez-vous de dire la vérité? Oui. Que s'est-il passé? Je suis rentré pour prendre une cigarette et je me suis dirigé vers mon camion. Le premier coup de feu m'a alerté. J'en ai entendu 2 autres avant d'être atteint par une balle. C'est là que j'ai vu que William tirait sur moi. Votre femme a-t-elle proféré des menaces contre les enfants de Monsieur Woodward? Oui, elle a parlé contre l'une des filles de William. D'accord. A-t-elle dit qu'elle ferait en sorte que sa fille se fasse violer par un homme? Je crois que oui. Rien ne pouvait excuser l'horrible comportement dont les victimes avaient fait preuve. Rien. Quel est votre nom complet? Barbara Ann Woodward. La parole est à vous. Merci. Madame Woodward, quelle est votre relation avec William Theodore Woodward? C'est mon mari. Parlez-moi des menaces qui ont été dirigées contre vos enfants par ce groupe de personnes. Carrie, elle a dit... Carrie a dit qu'elle ferait en sorte que ma fille se fasse violer. Elle a ajouté qu'elle inviterait tous les voisins à participer et qu'elle brûlerait ma maison.
Je compatis, là n'est pas la question. Mais on doit se demander si, légalement, William était en droit d'assassiner ces gens, de les exécuter. Ses voisins avaient leur tort, et, quelles que soient les circonstances, je ne peux pas cautionner ni excuser leurs actions. Mais ils ne méritaient pas la mort. Ils ne méritaient pas la mort. Après plusieurs jours d'audition, vient l'heure du délibéré. Juré 104. Le jury a-t-il rendu un verdict? Oui, madame. On déclare l'accusé William Theodore Woodward coupable de meurtre au 2e degré avec une arme ayant causé la mort. Malgré les provocations et les insultes des voisins perpétrées contre William Woodward, la légitime défense, ici, n'est pas retenue. Je suis satisfait de ce verdict parce qu'on était absolument convaincu que les jurés seraient, sans l'ombre d'un doute, aussi dégoûtés que nous par le comportement des victimes. Mais les membres du jury ont également conclu que ce n'était pas une raison valable pour tuer. Des survivants et des membres de leur famille aimeraient s'adresser à la cour, notamment Destiny Hembry. Sa mort nous a bouleversés et elle continuera d'affecter nos vies. J'ai absolument tout perdu ce jour-là. Je voulais que William sache qu'en assassinant mon père, il a brisé ma famille à tous les niveaux. Trop souvent, le malheur frappe les gens honnêtes, comme c'est le cas ici. Mais il y a deux côtés à une médaille, et j'aimerais rappeler à tout le monde le harcèlement continuel que William et les membres de sa famille ont dû endurer. La Cour reconnaît que l'accusé était armé, qu'il a traversé la rue et qu'il a tiré 31 fois sur ses voisins. Ce n'était pas une action anodine. Le tribunal impose la sentence suivante. Je vous déclare coupable et je vous condamne à une peine de prison à vie. Selon la loi 1020 Life, son crime méritait la prison à vie sans libération conditionnelle. On le connaissait depuis l'enfance. Personne ne pense qu'une telle chose peut se produire. Mon père était aimable et attentionné. Et il ne méritait absolument pas ce qui lui est arrivé. C'est dommage parce qu'à un certain moment, toutes ces personnes étaient amies. En l'espace d'un mois, ils sont passés de voisins qui ont de bonnes relations à ennemis mortels.